BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim, notre globetrotter, et puis Alexandra Paget, notre bibliothécaire, qui nous replongera au temps de la Tchécoslovaquie communiste. Mais tout de suite, on démarre avec nos deux critiques. Aujourd'hui, à ma gauche, Julien Damon, professeur associé à Sciences Po, critique notamment pour le quotidien Les Échos. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré, lui, de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Jean-Marc, le dernier opus de Jean de Kervasdoué. Ça s'appelle La santé à vif chez Humaine Science. Oui, donc Jean de Kervasdoué, tout le monde sait que c'est un spécialiste de la santé. Il a été à la fois au ministère de la Santé, il a été directeur, il a été un des principaux conseillers à l'époque des socialistes sur les problèmes de santé. Et là, il nous donne un livre qui est une sorte d'abécédaire, c'est-à-dire on rentre par mots, c'est-à-dire dans le livre, et sur un ton alerte, voire carrément pamphlétaire, pour dénoncer effectivement la vision que l'on donne de façon assez automatique et systématique de la santé, ce qu'il appelle le politiquement correct en termes de santé, la victoire de l'empire du bien. Alors il y a des mots qui sont des mots sur lesquels on ne peut pas faire la moindre critique. L'infirmière, forcément, elle est dévouée, elle est toujours au service du malade. En revanche, la rentabilité, c'est scandaleux, c'est monstrueux, il faut pas. Alors après, à partir de là, il aborde un certain nombre de sujets de façon assez pédagogique et didactique, en soulignant les paradoxes, les erreurs, les contresens que l'on fait. Donc il y a par exemple prévention. Il dit tout le monde la prévention, faire de la prévention. Mais il faut bien voir que la prévention, c'est liberticide. On l'a bien vu dans l'affaire des vaccins. La première forme de prévention, c'est de se faire vacciner. On voit bien qu'il y a une partie de la population qui ne veut pas se faire vacciner. La prévention, il peut y avoir des éléments contradictoires. Il dit, par exemple, si on veut éviter les accidents de la route, si on veut éviter les maladies, les accidents, tout ce qui nuit à la santé et lié aux accidents de la route, eh bien, il faut réduire la vitesse. Et donc, tout le monde dit qu'il faut faire 30 km/h. Sauf que, simultanément, on nous dit qu'il faut aussi limiter l'émission de gaz à effet de serre. Si on roule à 30 km/h, on reste longtemps sur la route et on émet pendant longtemps du gaz à effet de serre, même si on en émet moins qu'à 100 km/h. Donc on finit par être dans une situation où ça va à l'encontre de ce que l'on cherche. Et donc, il vient d'avoir un certain nombre de même, il dit médecin libéral. Qu'est-ce qu'il y a de libéral dans la médecine actuelle? Il y a quelque chose qui n'est pas libéral et qui est vraiment un monopole, c'est la médecine. D'ailleurs, il rappelle que Friedman disait, soyons cohérents, on doit ouvrir la profession de médecin. Toute personne qui, à un moment donné, montre une forme de compétence en la matière et pas forcément quelqu'un qui a été reconnu, estampillé par la profession. Donc il y a tout un tas comme ça de remarques, de critiques. La partie la plus intéressante, la dynamique la plus intéressante du livre, c'est toutes ces critiques sur des idées reçues. Alors une dernière idée reçue, c'est sur la nourriture. Il dit la nourriture doit être équilibrée. Et donc on note maintenant, et, par exemple, il n'y a rien de pire maintenant que le beurre. Enfin, il y a des éléments clés dans le beurre, c'est utile. Alors évidemment, c'est gras, mais ça fait grossir si on en mange trop. Mais il faut en manger aussi, sinon on va vers des formes de carence alimentaire, d'anorexie, etc. Donc le livre est assez intéressant et assez facile à lire sur cet aspect un peu critique. Alors, des propositions, il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas vraiment. Mais il aime bien, c'est son truc, il a, comme sur l'environnement, voilà. Et donc, de pointer les contradictions. Voilà, et donc c'est un livre qui est très agréable à lire et qui secoue un peu les ménages. D'accord. Alors, Julien Damon, ce livre de Jean de Kervasdoué. Eh bien, je suis d'accord avec cette motion, c'est agréable et puis ça secoue les méninges. Alors, ça s'appelle La santé à vif et c'est donc un essai vif sur la santé. Jean-Marc en a déjà très bien parlé. C'est vrai qu'il faut dire un mot sur l'auteur. Il est ingénieur agronome au départ, il a un MBA d'université américaine, il a été directeur des hôpitaux sous les gouvernements socialistes, mais surtout aujourd'hui c'est un franc-tireur dans cette matière. Hein. Et il est très critiqué dans les bureaucraties qu'il critique. Alors, c'est vrai qu'il fait feu de tout bois, il sort la sulfateuse, tous les mots bien pensants, les contes de fées égalitaristes en prennent plein la figure. Il est contre les définitions quasi-idiotes. Bon, la prévention, ça a été dit. Mais aussi, c'est plus original sur la définition de l'OMS de la santé. Parce que ça, on le cite quasi religieusement. C'est la définition de l'OMS selon la santé, qui est en gros un état de complet bien-être. Il dit, pour ça, il faut prendre des drogues. Il est contre cette fiction d'une médecine de ville prétendument libérale, alors qu'elle est complètement socialisée. Il est contre la pyramide de Maslow. Plus techniquement, il explique que la légitimité assurantielle
préférentiel des caisses d'assurance maladie est complètement de côté. Ça veut dire quoi? Il est contre la pyramide de Maslow? Eh bien, il explique qu'il n'y a pas une hiérarchie des besoins. Et que nous sommes tous à avoir peut-être besoin de manger, mais aussi besoin de nous réaliser. Et que les besoins sont en réalité infinis. D'ailleurs, son exemple qu'il répète plusieurs fois, c'est de dire que, oui, pour les besoins de la santé, parfois j'ai besoin qu'on me transporte en hélicoptère. Je ne pourrais avoir besoin de transporter en hélicoptère. Il explique que, économiquement, c'est pas possible pour tous les déplacements médicaux. Bon, puis il est contre les conventions citoyennes farfelues, etc., etc. Où je ne suis pas totalement Jean-Marc, c'est que sur ces préconisations, quand même, il faut les avoir à l'esprit. Il propose, depuis longtemps d'ailleurs, qu'on ne fonctionne plus par une rémunération à l'acte des médecins, mais par une capitation, c'est-à-dire par un forfait annuel. Ce serait une révolution et ce serait probablement utile. Il est pour la désétatisation, mais il n'explique pas exactement comment. Il est plutôt pour la régionalisation en fonction des problèmes de santé. Il est pour le contrôle a posteriori des prescriptions des médecins. Tout ceci, ce sont des révolutions dans ce joyeux système. Mais bon, moi je pense que les potions du docteur de Carvalho, qui n'est pas médecin, méritent d'être entendues dans les cénacles dont il est aujourd'hui privé, alors qu'il en était un des responsables éminents. Alors, vous nous proposez ensuite un choix très urbain, Julien Damon, avec le livre de Philippe Billoux, Sophie Jantet. Ça s'appelle « La ville stationnaire ». Et j'ai oublié le troisième auteur, Clémence Desselva. C'est aux éditions Domaine du possible. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un ouvrage qui est signé par un ingénieur, une urbaniste architecte et une architectes qui veulent en finir avec le mythe de la densité heureuse, le mythe de la métropolisation, selon eux. Ouais. Ils se placent sous le haut patronage, j'imagine que Jean-Marc nous dira un mot, de John Stuart Mill, qui estimait que l'humanité devait viser cet état stationnaire de développement. Et leur théorie, c'est qu'ils veulent moins construire, voire plus construire du tout, et mieux aménager les villes. Ils commencent par critiquer tous les mots à la mode sur la ville, en particulier les villes intelligentes, dont ils nous disent que globalement ce sont des boniments. Et ils font des rappels chiffrés de façon très agréable, d'ailleurs, avec une iconographie qui est plutôt sympathique, pour nous dire qu'aujourd'hui, et depuis une quinzaine d'années, la population augmente moins que le nombre de logements. C'est quand même un truc que l'on répète pas assez, puisqu'on n'est pas en permanence en train de dire qu'il faudrait presque 1,5 million de logements en plus chaque année. Attendez, sauf que le nombre d'habitants par logement diminue. Absolument. Et que du coup, il y a quand même des besoins, parce que comme on est lié au vieillissement, d'ailleurs. Entre autres choses, et au divorce. Enfin, en 1960, il y avait 3 personnes par ménage. Exactement. Aujourd'hui, on est à 2 personnes. Et donc, leur grande thèse, c'est qu'en fait, il y a une grande sous-occupation de logements. Si on compte les logements sous-occupés, pour l'INSEE, comme il nous le rappelle, c'est du 8 millions de logements, quand les logements suroccupés, problématiques, c'est 1,5 million de logements. Ils expliquent tout ça très bien. Et ils font une série de propositions pour ce qu'ils appellent la stationnarité, donc en nous disant bien, presque à la Stuart Mill, que ce n'est pas figé. Alors ils aiment bien l'éco-conception, mais ils nous disent que c'est plein de bureaucratie et de labels. Et leur fond d'affaires, c'est qu'ils sont pour limiter la construction. Le truc à la mode, aujourd'hui, c'est le ZAN. Le zéro artificialisation net. Et nous, ils nous disent, il faut faire du zéro artificialisation tout court, et il faut, les urbanistes aiment bien le dire ainsi, c'est pas une phrase qu'ils reprennent souvent d'ailleurs, il faut construire la ville sur la ville. Enfin, il faut réhabiliter, rénover, recycler. Alors on pourrait dire, oui, c'est petit comme argument, et puis il n'y a pas beaucoup de place. Si, ils prennent par exemple, ce qui est horrible dans les villes aujourd'hui, c'est les centres commerciaux, les entrées de ville, sur lesquels il y a beaucoup de place qui a été artificialisée, et on peut faire beaucoup mieux. Donc il faut faire recohabiter les gens, nous disent-ils. Ils veulent, alors c'est peut-être là, peut-être un brin liberticide aussi, il faut voir comment on pourrait faire, mais ce qu'ils veulent, c'est réaménager l'espace, que les gens ne se concentrent plus dans les grandes métropoles et qu'on les retrouve dans les villes moyennes et dans les riches à habiter avec les pauvres. Pas forcément les pauvres. Non, c'est pas le sujet de la mixité sociale qu'ils mettent en avant. C'est le sujet plus fondamentalement de dire qu'il faut desserrer les grandes villes et réaménager le territoire avec une plus grande adéquation entre la taille des ménages et la taille des logements, en optimisant l'urbanisme, en utilisant les dents creuses, en faisant revivre les territoires un peu en friche. Bon. Ce qu'ils veulent faire, pour le résumer, c'est passer de ce qu'ils baptisent un âge de l'abondance à un âge de la maintenance. Comme c'est bien dit, ils flirtent un peu avec la décroissance, mais d'ailleurs comme Stuart Mill à sa manière, il en est vu comme un précurseur. Je trouve que c'est un excellent bouquin. On peut être ou non d'accord avec certaines de leurs orientations, ou la plupart de leurs orientations, mais c'est extrêmement didactique. Ça laisse 3 questions ouvertes. Quelle bureaucratie pour gérer leur projet? Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait dans d'autres grandes villes que les villes françaises? Parce que dans les autres grandes villes que les villes françaises, dans le monde au développement, il y a une pression démographique qui est colossale. Et puis question générale, et si les habitants ne veulent pas, qu'est-ce qu'on leur impose?
Alors Jean-Marc, sur les deux aspects, est-ce que ce livre est intéressant? Et 2, est-ce que vous êtes d'accord? Alors le livre est intéressant, est assez original sur un sujet que je ne maîtrisais pas beaucoup. J'ai découvert ce que c'était que les ânes, zéro artificialisation nette. Au début, je croyais que c'était du réglisse. Et donc, Ou des animaux. Ou des animaux. Voilà. Alors j'ai cherché avant de comprendre de quoi il s'agissait. Alors effectivement, il y a la référence à John Stuart Mill qui est un peu artificielle, mais qui est assez bien menée. Ça ne tombe pas totalement comme un cheveu sur la soupe. Il y a quelques digressions donc, qui commentent la loi climat et résilience. Et donc, alors, qu'est-ce que c'est que la résilience? Bon, on perd un peu de temps avec tout ça. Mais sur le fond, il faut avoir le courage de s'accrocher un peu, de les lire, d'aller jusqu'au bout. Et cette idée qu'effectivement, là aussi, c'est une idée reçue, comme quoi on manque de logement, comme quoi il faut faire des métropoles, comme quoi il faut... cette idée, qui donc pour eux une idée reçue, est assez bien démontée. Et donc, ils mettent en avant le fait qu'on va manquer de terres arables, que si on veut faire notamment... Non seulement il faut éviter d'étendre les villes, mais il faut le faire pour des raisons qui sont des raisons pratiques, parce que sinon on va manquer de terres arables. Et donc ils expliquent combien il y a eu de terres de grande qualité. Il y a un moment où ils disent, écoutez, Paris c'est dans des endroits les plus fertiles de France, et on détruit progressivement cet endroit en étendant la ville de Paris. Donc il y a quelque chose qui est aberrant, d'autant plus que la population stagne. Donc la thèse est assez convaincante. Encore une fois, c'est assez technique comme livre, mais il faut avoir le courage de s'engager dedans, et c'est un livre passionnant. Juste une question stupide peut-être. Est-ce qu'on peut revenir sur les sols qui ont été artificialisés? C'est-à-dire en gros... Ça coûterait très cher. C'est pas leur position d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Non, il faut arrêter. D'accord. Il faut arrêter d'artificialiser. Voilà, Ils appellent ça zéro artificialisation brute. Et verticaliser en fait. Oui, mais pas transformer Paris en New York. C'est l'haussmannien qui est il faut garder l'architecture, il faut rendre la beauté qu'a eu cette architecture, mais il faut l'utiliser de façon beaucoup plus intelligente. Merci, messieurs. Allez, c'est l'heure de retrouver Alexandra Paget. Julien Damon, vous disiez comment fait-on pour créer l'administration qui va gérer tout ça? Vous allez voir, avec l'exemple de la Tchécoslovaquie et de Milan Kundera, vous allez voir l'exemple d'une administration absolument terrifiante. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alexandra Paget, journaliste à la rédaction de BFM Business. C'est notre bibliothécaire du jour qui a choisi de célébrer presque un anniversaire. 75 ans d'un livre culte. Alexandra, La plaisanterie de Milan Kundera. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce livre. Alors, il y a 75 ans, cet anniversaire dont vous parlez, c'est celui du coup de Prague. Ouais. C'est-à-dire, le parti communiste tchécoslovaque prend le contrôle de la Tchécoslovaquie avec l'aval et le soutien de l'Union soviétique. Et c'est juste après ce coup de Prague que commence le roman dont je vous parle aujourd'hui, La plaisanterie. Le héros, Ludwig, est un jeune étudiant dévoué corps et âme au Parti communiste. Ouais. Et suite à une blague écrite sur une carte postale... La plaisanterie, donc. La plaisanterie. Mal interprétée, une blague qu'il envoie à une jeune étudiante qu'il veut séduire, bien entendu. Ouais. Mal interprétée. Alors lui, il est enrôlé de force dans l'armée des Noirs, on appelle ça, c'est-à-dire celle des ennemis du régime, c'est-à-dire le contraire de ce qu'il est. Et sa vie gâchée fait écho au naufrage de la Tchécoslovaquie communiste. C'est pas moi qui le dis, bien sûr, c'est le propos de Milan Kundera de décrire ce qu'il a, lui, vécu comme un naufrage. Alors, ce qui nous intéresse, c'est évidemment moins l'aspect romanesque que ce que décrit ce livre, finalement, sur le plan politique, sociologique, économique de la Tchécoslovaquie. Exactement, mais le souffle romanesque va avec le souffle politique et social. C'est-à-dire que c'est écrit de la même façon et avec autant de sentiments, si j'ose dire, dans les deux cas. Parce que Milan Kundera, je le rappelle, est tchécoslovaque, bien entendu. Et donc, c'est un document politique et sociologique, vous le disiez. C'est l'histoire d'une plaisanterie, d'une idée sympathique, à la base, en tout cas, qui tourne au drame à cause de l'absurdité d'un système. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Kundera écrit la chronique fidèle d'une réalité cauchemardesque, la texture de la vie quotidienne dans la démocratie populaire tchécoslovaque, son cortège de misère, de dénonciation, de défis au bon sens et de crimes judiciaires déguisés en procès. Et je le cite, « De telles erreurs est ici courantes que loin de représenter les exceptions ou des fautes dans l'ordre des choses, c'était, elle, au contraire,
qui constituait cet ordre. Parce que ce roman est aussi un manifeste pour la liberté, un réquisitoire contre ceux qui, par les interdits et les limitations décrétées au nom d'une idéologie, y compris celle d'entreprendre, parce que je vous rappelle bien sûr que tout ça va avec le plan quinquennal, les plans quinquennaux, qui sont mis tout d'un coup, subitement, en place dans l'économie tchécoslovaque. Donc, toutes ces mesures déforment et condamnent une grande culture, un grand peuple à disparaître à la longue dans le monde contemporain. Et c'est aussi ce texte, parce qu'il préfigure le printemps de Prague. L'autre vedette de ce livre, c'est quand même l'absurdité, finalement. Exactement. C'est celle qui frappe le destin bouleversé de Ludwig, donc, dont je vous parlais tout à l'heure, et celle de son pays. 200 écrivains condamnés au silence. Toute l'industrie du cinéma tchèque, alors admirée dans le monde entier, décimée. Des milliers de scientifiques, des centaines d'universitaires, des dizaines de milliers d'inconnus. Dans les écoles, les lycées, les journaux, les administrations, les bureaux, les laboratoires, licenciés. Ou emprisonnés ou traqués à mort. Ceux qui restent sont privés de possibilité d'exercer leur profession ou toute autre activité intellectuelle. Et j'en termine avec le bilan économique de ce qui s'est passé. La Tchécoslovaquie, c'est un petit pays qui est industrialisé et qui est dépendant de son commerce extérieur, toujours d'ailleurs. Après 1948, elle se voit imposer, cette République de Tchécoslovaquie, les termes de ses échanges par l'URSS. Résultat, la rétrogradation du pays entre 1934 et 1990, du 10e rang du classement des pays les plus industriellement avancés du monde au 40e rang. Une mauvaise plaisanterie. Et je cite à nouveau Milan Kundera, « À cet instant, j'ai compris qu'il m'était impossible d'annuler ma propre plaisanterie quand je suis moi-même et toute ma vie inclus dans une plaisanterie beaucoup plus vaste qui me dépasse et totalement irrévocable. » Passionnant. Merci beaucoup Alexandra Paget. Et on reste dans le monde avec Benaouda Abdelhaim, notre globetrotter qu'on retrouve avec sa moisson d'études glanées bien au-delà des frontières de l'Europe. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Nous irons bien au-delà des frontières de l'Europe, Benaouda. Mais on commence quand même par l'Europe et pas si loin de l'ex-Tchécoslovaquie, puisque vous nous emmenez en Autriche avec une étude sur les seniors sur le marché du travail. Une vision prospective à 2040. C'est une commande publique faite à l'Institut autrichien de recherche économique de Vienne, le WIFO, afin de disposer d'éléments probants dans une grosse quinzaine d'années. Alors Thomas Horvath et ses collègues partent du constat d'une situation démographique en Autriche somme toute meilleure qu'ailleurs en Europe centrale et notamment en République tchèque et en Slovaquie, tirée par une immigration nette encore relativement élevée. Pour espérer une préservation, nous disent-ils, du rythme de croissance économique, une nouvelle augmentation du taux de participation au marché du travail va s'avérer tout à fait nécessaire pour espérer une population active autour de 4,8 millions de personnes à cet horizon de 2040. Alors le scénario de référence du rapport se révèle plutôt favorable avec une hausse de l'offre de main-d'œuvre de 176 000 personnes entre 2018 et 40, ce qui pourrait à peu près compenser le recul de la démographie. Alors comment ? Essentiellement par une progression de la participation des travailleurs âgés de plus de 55 ans, plus 221 000, tandis que le nombre de ceux entre 25 et 54 diminuerait de 33 000. Mais les auteurs préviennent quand même que les pouvoirs publics vont devoir en passer par une politique de refonte des subventions pour pouvoir maintenir les plus de 55 ans dans l'emploi, notamment par une incitation à la formation continue de très grande ampleur. Les économistes envisagent bien sûr aussi des scénarios alternatifs pour mieux insister en fait sur un impératif pour ce pays, celui de renforcer l'accompagnement des travailleurs souffrant de problèmes de santé, à la fois par la prévention et l'adaptation du travail. Les projections de ce point de vue à l'échelle d'un pays de 9 millions d'habitants semblent décisives. Passionnant parce que, évidemment, tous les pays qui vont devoir faire travailler davantage les seniors suivront tout ça avec beaucoup d'intérêt. On s'intéresse maintenant à la correction d'une faille nucléaire fatale dans le pacte AUKUS, Australie, Royaume-Uni, États-Unis. Exactement. On a vu en début de semaine cette
méga commande par l'Australie de sous-marins nucléaires qui a été officialisée dans le cadre de ce pacte militaire qui lie l'Australie au Royaume-Uni et aux États-Unis et qui est destiné en fait à tenir tête à la Chine dans cette zone dite Indo-Pacifique. Ce projet de très grande ambition sur des décennies est censé coûter quelques 40 milliards de dollars dans les 10 premières années. Ça va avoir des implications d'une immense ampleur sur des industries navales de 3 nations. Et le président américain affirme que ces navires australiens seront à propulsion nucléaire, mais ne porteront pas d'armes nucléaires, nuance dans le respect du principe de non-prolifération. Sauf que ces assurances ne suffisent toujours pas à convaincre entièrement le directeur général de l'AIEA, l'Agence des Nations Unies pour ce domaine, et encore moins Alan Kumerpan, qui coordonne un projet de recherche à l'Université d'Austin sur le sujet, l'Université d'Austin qui se trouve au Texas. Il met ici l'accent sur la perspective d'un recours à des tonnes d'uranium hautement enrichi de qualité militaire afin d'alimenter ces sous-marins australiens. Une quantité suffisante, nous dit l'auteur, pour des centaines d'armes nucléaires. Canberra s'est pourtant engagé dans le cadre du traité international de non-prolifération de 1968 à ne jamais acquérir la bombe nucléaire. Il ne compte pas d'ailleurs, le dit-il, mais différents pays en Asie et en Europe considèrent que si ce choix de combustible est confirmé, le précédent serait tout à fait dangereux à l'échelle mondiale. Ce spécialiste militant contre la prolifération de l'arme nucléaire estime qu'il y a encore largement le temps de trouver une solution avec de l'uranium faiblement enrichi. Les Américains effectuent des recherches dans ce sens depuis 2016. Le mois dernier, sur ce sujet, l'amiral australien à la tête du groupe de travail a déclaré à la télévision de son pays « Nous accepterons le réacteur qu'ils nous donneront ». On comprend donc que c'est Washington qui décidera de l'affaire. La diplomatie conservatrice de la Russie, fondée sur les valeurs, et toujours ce que vous adorez, Benahouda, c'est nous livrer la critique chinoise. Tout à fait. Sujet. Et alors, normalement, dans les jours qui viennent, le président Xi Jinping doit se rendre à Moscou et pour la première fois prendre contact avec le chef de l'État ukrainien. Et voici une critique académique tout à fait accablante de la politique étrangère russe rédigée par 2 universitaires chinois. Elle nous est parvenue par une lettre spécialisée de très grand intérêt sur Substack qui s'appelle Signification. Alors, je me permets d'épeler Signification SINI. FICATION, pour ceux que ça intéresse. Et la traduction est effectuée par Daniel Crane, qui enseigne à Shanghai. Les 2 auteurs, qui travaillent pour la prestigieuse université de Fudan, à Shanghai, ne sont pas des généralistes des relations internationales, mais bel et bien des spécialistes du monde russe. Et ils travaillent pour des organismes chinois de premier plan. Il faut vraiment le préciser. Comme l'écrit Signification, il y a de quoi s'étonner d'un tel ton, vraiment, à moins que ça ne fasse qu'illustrer la possible coexistence en Chine de courants contradictoires entre sympathisants et sceptiques de cette Russie contemporaine. Pour Feng Yijun et Wang Longji, cet État s'est donné pour mission messianique de diffuser ses valeurs conservatrices dans le monde comme une réaction contre le néolibéralisme, mais aussi comme le résultat de son propre échec à s'occidentaliser. Mais ce néoconservatisme, nous dit-il, de Vladimir Poutine, s'apparente à une bulle discursive, à une coquille vide, je cite toujours, qui ne viserait qu'à obtenir un soutien intérieur et extérieur, donc de la Chine, pour ces politiques. Ces 2 chercheurs chinois jugent que si Moscou cherche à renverser l'ordre mondial dirigé par Washington, il faudrait au moins se doter d'une alternative crédible. Pire, écrivent-ils, la Russie n'a pas de modèle viable de développement. Elle est à la traîne, je cite encore, dans la 4e révolution industrielle et subit le double défi de la lutte contre le changement climatique et de la transition énergétique, avec un capital humain dont la situation ne cesse de se détériorer, écrivent-ils. Autre phrase marquante, il y a un exode du savoir, un exode de la richesse, un exode des élites. La guerre en Ukraine s'apprête enfin l'attrait de ce conservatisme messianique et affaiblirait l'influence économique et politique de la Russie. C'est vraiment une surprenante lecture chinoise. Formidable. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui? Alors j'ai choisi la dernière publication de la série des cahiers français, de la documentation française, qui est consacrée à l'inflation. Donc ça s'appelle Comment faire face à l'inflation. Donc il y a des articles, des entretiens. Je tiens à préciser que j'ai contribué à ce numéro. Un grand entretien. Voilà, pour ne pas donner l'impression que j'avance masqué derrière ce choix. Et donc indépendamment de mon papier, il y a d'excellentes contributions justement sur ce qu'a été l'inflation
l'inflation, ce qu'est l'inflation actuelle, et une réponse à cette question, est-ce que les outils qui sont utilisés à l'heure actuelle pour lutter contre l'inflation sont totalement appropriés au type d'inflation que nous vivons. Donc là aussi, c'est la qualité habituelle de cette collection des cahiers français. Absolument. Julien Damon, votre dernier livre pour aujourd'hui. Et dans cette livraison, vous avez aussi un entretien avec Jean-Claude Drian qui reprend cette grande question qu'on a abordée tout à l'heure. Logement, faut-il construire ou rénover? Vous voyez, tout se tient. Oui. Moi, j'ai choisi de vous parler rapidement d'un ouvrage qui s'appelle Le service public de la petite enfance, par Martine Long, qui est une maître de conférence en droit public. Ce service public de la petite enfance, SPPE pour les intimes, c'est un vieux projet récurrent qui est maintenant en cours d'instruction technique et qui doit permettre aux parents des enfants de 0 à 3 ans de bénéficier d'un accueil de qualité en crèche ou chez une assistante maternelle. Beau projet, ici décortiqué, et on a là, à mon avis, le point didactique sur un thème d'importance. Et moi, je termine avec ce livre qui m'a bien plu, le livre d'Alexandra Martel, une juriste fondatrice du site Les Mots pour Vendre. Elle est canadienne et alors elle s'est penchée sur un problème pour lequel on nous pose souvent beaucoup de questions. Vous savez, ce sont ces travailleurs indépendants qui font des missions et qui se plaignent qu'ils sont mal payés, qui n'arrivent pas à se faire payer. Et donc, ça s'appelle « Ajoute un zéro ». Eh oui, carrément, faut pas hésiter. Ajoute un zéro, vous vouliez demander 1000, eh ben non, vous allez demander 10 000. Et elle vous explique comment vous allez faire pour demander 10 000. Voilà, comment, quand vous êtes indépendant, réussir à vous faire payer à votre juste valeur, à vous valoriser et à être moins affaibli par un rapport de force, forcément, avec vos clients ou prospects. Un livre très utile, ça s'appelle donc Ajoute un zéro, Alexandra Martel, c'est aux éditions Erol. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.